Je ne suis pas sûr que je vais convaincre beaucoup de gens ici, parce que peut-être que les convictions étaient déjà faites. Mais l'idée, c'est d'échanger entre nous des arguments, quoi, de se dire, tiens, on va dehors, on va voir nos voisins, nos collègues de bureau, notre famille, qu'est-ce qu'on peut avancer? Ben, je vais essayer de vous en donner 7. Il y en a certaines, je vais aller vite, parce que Martine en a déjà donné quelques-unes, mais je vais quand même essayer de les résumer. La première, c'est que c'est pas désagréable, après tout, et puis ça montre qu'on ne dit pas que des bêtises, loin de là, c'est qu'on a eu raison avant tout le monde. Parce que, en 2005, moi je me souviens de certaines personnes qui nous disaient « Mais où est votre plan B ?» Mais alors il est où votre plan B? Bon, ils le disaient de plus en plus fortement, au fur et à mesure qu'on montait dans les sondages. Tiens, déjà les sondages remontaient, puis on a fini par gagner. Bon, eh ben, aujourd'hui on voudrait bien voir leur plan A. Enfin, on le voit d'ailleurs. C'est exactement ce qu'on prévoyait à l'époque. C'est-à-dire que, au lieu de construire une Union européenne qui se bat pour le progrès humain, pour un progrès social, écologique, démocratique, bah, ils ont juste construit uniquement un grand marché libre et sans contrainte, dont nous disions à l'époque, c'était tellement prévisible, qui provoque en réalité, à l'échelle du continent, bah, un dumping généralisé entre les peuples, avec non seulement un système qui est injuste, mais qui en plus est totalement inefficace et est en train de nous entraîner dans une récession généralisée. Ça, c'est la première chose. Tout ce que nous avions dit en 2005, tout s'est réalisé. On leur avait dit, la Banque Centrale Européenne indépendante, c'est une bêtise. Qu'est-ce qui se passe? Au premier plan d'austérité en Grèce, incapables ont-ils été, de toute façon, c'est pas qu'ils sont incapables, c'est qu'ils ont voulu faire en sorte que ça se passe comme ça, de faire en sorte que la Banque Centrale Européenne obéisse à une seule de leurs propositions. À bilan, elle a prêté, la Banque Centrale Européenne, au moment où la Grèce, il y a 3 ans, avait des difficultés, elle a prêté. Mais elle n'a pas prêté aux États souverains, elle a prêté aux banques. À 1%. Depuis décembre, elle a prêté 1000 milliards d'euros aux banques. Qu'est-ce qu'ont fait les banques? Elles ont pris cet argent, puis elles ont prêté après aux États souverains à 5, 6, 7%. Nous, il y a 3 ans, on leur a dit, il faut prêter tout de suite à l'État grec, aux Grecs, un prêt à 1%. Ça arrêtera la spéculation. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait pour une bonne raison, c'est que ça leur a permis de casser tous les acquis sociaux grecs et de commencer à faire un chantage aux autres peuples européens. Mais après 9 plans d'austérité, où nous savions de toute façon que la Grèce ne pouvait pas rembourser une dette, malgré ces plans d'austérité, à cause de ces plans d'austérité, vous vous rendez compte que le SMIC en Grèce, il est à 586 €. Eh bien, au lieu de prêter, ils ont attendu. Bon, finalement, pour qu'on arrive à la situation aujourd'hui, c'est que la plupart des banques ont effectivement effacé leur dette, parce que de toute façon, on savait que ça allait se finir comme ça. Mais entre-temps, les banques, elles se sont fait de l'argent sur le dos des Grecs, justement avec ces prêts, etc. Donc tout ça, nous l'avions annoncé, et aujourd'hui, nous disons plus que jamais, j'y reviendrai tout à l'heure, qu'on ne peut pas continuer comme ça, et que cette Europe, cette construction européenne va à la catastrophe. La deuxième chose, c'est que le système auquel nous faisons face, le système capitaliste, pour l'appeler tel qu'il est, c'est pas un droit naturel, c'est un système politique qui a une cohérence. Qu'est-ce qu'il nous a dit dans les années 80 quand a commencé l'idée que finalement il pouvait faire du profit absolument sur tous les domaines de l'activité, y compris ce qui était du ressort du bien commun auparavant, qu'il pouvait exploiter absolument tous les endroits de la planète dès lors qu'il y avait du profit à faire? Qu'est-ce qu'on nous disait? Qu'est-ce que nous disaient les idéologues libéraux? Ils nous disaient, vous inquiétez, ils nous disaient, c'est la fin de l'histoire, première chose. Et puis vous inquiétez pas, eh bien la somme des intérêts particuliers plongé dans un grand marché libre et sans contrainte, on appelle ça la jungle, ça va créer le progrès humain pour tout le monde. Bien, le bilan est là devant nos yeux. Mais le problème, c'est que quand il y a un bilan comme ça, même si nous sentons bien ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire même si nous sentons bien que leur crise n'a qu'une comparaison en termes d'ampleur, c'est celle des années 30, et on voit comment ça a terminé, même si nous sentons bien que la récession qu'ils organisent met en danger l'humanité par rapport à des dangers écologiques, c'est à toucher de main, c'est à porter au niveau de l'écologie sociale et démocratique, y compris pour la paix. Parce que quand le capitalisme rentre comme ça en concurrence, on sait comment ça peut se terminer. Eh bien, le problème, c'est que la seule façon de le battre, c'est d'opposer un projet cohérent par rapport à un projet cohérent. Et là, force est de constater que la gauche, je vais arrêter de dire la gauche, parce que c'est la social-démocratie en réalité. La social-démocratie en Europe a pris un autre chemin depuis 20 ans par rapport à cette offensive. Ça a été l'idée de faire une politique d'accompagnement, d'essayer de mettre des rustines à droite à gauche de façon à ce que ça ne pète pas trop vite. Voilà, un peu plus de social, un peu plus de mesures sociétales, mais pas de changement de fond.
Bon, le problème, c'est que non seulement, évidemment, c'est inefficace, parce que quand vous avez comme ça un système qui se met en branle, vous ne pouvez pas le soigner comme ça. Mais en plus, ils ont fait perdre la gauche. Zapatero, on est le dernier exemple. Et puis, on a quand même perdu 3 présidentielles de suite sur ce genre de logique. Alors voilà ce que je crois qu'on peut dire en deuxième point, c'est que la seule force aujourd'hui à gauche, qui a une cohérence, justement, par rapport à ce projet capitaliste, c'est le front de gauche. Et je crois qu'elle est définie en 3 choses. La première, c'est que nous sommes la seule force qui parlons réellement de la question du partage des richesses. On l'assume. En 20 ans, 10 points de la richesse nationale sont partis des poches des salariés et de tous les revenus productifs, d'agriculteurs, d'artisans, etc., vers les poches du capital. Pas n'importe quel capital. Celui qui n'investit pas. Celui qui spécule après sur le dos des peuples. Donc la première chose à faire, alors même que la richesse nationale, elle, n'a pas cessé de croître, c'est de faire le chemin inverse. Et ça, il n'y a que le Front de gauche qui le propose. Le chemin inverse, c'est quoi? Ça passe effectivement par une réforme fiscale d'ampleur. On propose 14 tranches, au-dessus de 350 000 €, on prend tout. Ça passe par l'augmentation des salaires, il faut l'assumer. C'est pour ça que le Front de gauche propose le SMIC à 1 700 € brut. Là, je m'arrête 2 secondes. Parce que là, 1 700 € brut, tout d'un coup, vous voyez des gens complètement effarouchés. Oh là là, mais ils emmènent l'économie à la catastrophe. Disons 2 choses. 1 700 € brut, c'est 22% d'augmentation du SMIC. Soit exactement, même moins d'ailleurs, l'augmentation du SMIC en 68. À peu près la même chose qu'en 80. Et à ceux qui nous disent que c'est impossible, il faut leur demander pourquoi les patrons du CAC 40, en 2011, se sont augmentés de 34%. Pourquoi eux, ça serait possible? Et puis, à la différence des patrons du CAC 40, on sait très bien que les gens qui sont au SMIC, en plus c'est un SMIC horaire, ne l'oublions pas, eh bien, les fins de mois, ils n'arrivent pas à les boucler. Autrement dit, si on fait en sorte que les salaires augmentent, ils vont consommer. Ils vont faire en sorte de relancer l'activité au lieu de spéculer comme les autres. Donc, première chose, avec une autre mesure, un salaire maximum de 1 à 20, c'est-à-dire dans une entreprise, il ne puisse pas y avoir un salaire 20 fois supérieur au plus faible, et ce n'est pas une mesure révolutionnaire, rassurer les gens qui vous regarderaient là aussi avec des grands yeux, puisque c'est la mesure proposée par la Confédération des syndicats européens. La troisième chose, c'est qu'il faut lutter contre le précariat. Le précariat, là aussi, c'est pas une donnée naturelle. C'est pas quelque chose qui serait tout d'un coup hérité d'un nouveau process de production qui ferait en sorte presque de manière structurelle que les gens maintenant ne puissent plus travailler en contrat à durée indéterminée. Le précariat, ça vient du chômage. C'est la pression qui est installée de façon à faire en sorte, ce que nous proposent les libéraux sans arrêt, qu'on abaisse ce qu'ils appellent le coût du travail pour faire en sorte d'augmenter les profits. Donc il faut faire face au précariat. Et pour le précariat, nous on dit que d'abord c'est le premier employeur, l'État, qui doit montrer l'exemple. Nous sommes donc pour titulariser les 850 000 précaires de la fonction publique. Dans les entreprises privées, nous sommes pour faire en sorte que dans les PME, il ne puisse pas y avoir plus de 10% de précaires et 5% dans les grandes entreprises. La troisième chose, bien évidemment, c'est qu'il y a les salaires et qu'il y a les revenus qui dépendent du salaire. Et notamment, ce qui permet aussi à tout le monde de travailler et de partager le travail. Partager le travail, ça commence par une chose. C'est qu'il faut revenir à la retraite à 60 ans. La gauche ne peut pas être la gauche si elle ne revient pas sur les mesures de Sarkozy. Si elle ne permet pas qu'à nouveau les gens puissent partir à 50 ans sans méthode. Et nous ne demandons pas ça uniquement pour les gens qui ont commencé à l'âge de 18 ans, comme le disent certains, et je pense à François Hollande. Donc c'est une mesure absolument importante qui sera amenée. Et nous demandons également, pour les retraités, que les pensions minimum soient au SMIC. Parce qu'à la différence de quelqu'un qui commence sa vie sociale, déjà dans la difficulté, un retraité, il n'y a plus de promotion sociale possible. La deuxième chose, c'est l'intérêt général. L'intérêt général, c'est évidemment l'inverse des intérêts particuliers. Ça veut dire qu'on s'appuie sur des services publics. On fait des services publics sur tous les domaines que nous décidons ensemble, à travers notre Assemblée, de gérer sous le bien commun. C'est les transports, c'est l'énergie, c'est l'eau. C'est l'électricité, c'est évidemment l'éducation, c'est la santé. Par rapport à ça, l'intérêt général, le premier des intérêts généraux, c'est évidemment la question de l'écologie. C'est pour ça que le Front de gauche s'assume, se revendique comme la candidature la plus écologiste de ce pays. C'est une candidature écologiste qui, elle, au nom de quelques circonscriptions, ne vend pas l'entièreté de son programme. Nous, on est écologistes parce qu'on estime que le capitalisme ne peut pas résoudre
le problème le plus important et le plus urgent pour l'espèce humaine, qui est le fait tout simplement que nous puissions continuer à respirer dans quelques décennies. Et ça veut dire que c'est pas le capitalisme vert. Ça veut dire que c'est ce que nous appelons la planification écologique. La planification écologique, c'est pas le Gosplan. Pour ceux qui s'en souviennent pas, il y avait une planification il y a peu de temps en France, il y a quelques décennies. Mais c'est simplement se donner des outils pour programmer sur le long terme, eh bien, le fait à la fois de permettre la réindustrialisation, parce que les deux sont possibles, mais de permettre effectivement qu'on aille vers eh bien, une économie économe en termes d'énergie. Et par exemple, pour un seul exemple, au niveau de la SNCF, ça veut dire que nous, si on est au pouvoir demain, on dira il faut faire en sorte qu'on arrête de faire circuler des camions de frontière à frontière dans ce pays. Et ça veut dire qu'en 5 ans, on remplace tout le transport routier international par le ferroutage et on s'appuie sur le SNCF pour redevenir un vrai service. Ça veut dire aussi une chose, c'est que dans la Constitution, au lieu de constitutionnaliser la règle d'or, qui viserait à faire en sorte que nous soyons désormais obligés de respecter des déficits minimums qui sont absolument stupides au niveau économique, nous proposons de constitutionnaliser la règle verte, c'est-à-dire de se garantir et de s'engager pour effectivement résorber la dette écologique. La troisième élément, c'est la souveraineté populaire. Il est fondamental. Vous savez comment s'est pris la gauche dans ce pays ? C'était aux États généraux en 89. On a posé la question aux représentants des États généraux, est-ce que le droit doit conserver le droit de veto ? À gauche, ce sont mis ceux qui étaient contre le droit de veto pour le roi. À droite, ceux qui étaient pour. Ce jour-là est née la souveraineté populaire et elle est née avec l'organisation spatiale de la gauche. C'est dire que c'est quelque chose qui est au fond de notre projet. Et ce projet, il commence évidemment, ça a été dit tout à l'heure, par la 6ème République. C'est vrai que la 6ème République, quand vous en parlez à nos concitoyens, c'est pas forcément le sujet qui vient tout de suite dans les discussions. Mais soyons clairs. On ne changera pas de système de manière profonde dans le cadre de la monarchie républicaine de la 5e. On ne changera pas de système parce que ce n'est pas juste le problème de l'organisation de l'État au niveau central. C'est qu'on sait très bien que cette personnalisation de la vie politique, eh bien quelque part, elle pollue absolument toute la vie politique en France. Tout est dirigé à un moment donné vers l'idée qu'il y a un homme ou une femme providentielle. Il faut en finir avec ça. Il faut donc aller vers un régime parlementaire. Pour une fois, c'est un des seuls exemples. Mais l'Allemagne peut servir d'exemple. Ils ont un régime parlementaire qui fonctionne, qui montre que ce n'est pas forcément la 4ème République. Et puis, il faut aussi, évidemment, permettre, je crois, à chacun, à un moment donné dans sa vie, d'avoir des responsabilités d'élu. Ça veut dire qu'il faut avoir une règle du non-cumul et d'un certain nombre de mandats répétitifs qui doit être absolument drastique. La 6ème République, c'est aussi évidemment la démocratie sociale. On ne doit plus arrêter d'être citoyen aux portes des entreprises. Ça veut dire que ça touche la question du pouvoir des comités d'entreprise, ça pose la question du pouvoir des salariés, et ça pose aussi, bien évidemment, derrière ça, la question de l'appropriation sociale du capital, qui est évidemment quelque chose qui doit continuer à être posé de manière centrale pour faire face au capitalisme. La 3e raison de voter front de gauche, ne vous inquiétez pas, toutes les raisons ne sont pas aussi longues, celle-là l'était. Celle-là, elle va être assez rapide. C'est que vous avez beau regarder les 5 candidats majeurs, parce que le 3e maintenant, c'est que nous sommes les seuls qui ne voulons pas de politique d'austérité en France. On est les seuls. On est les seuls à considérer que le problème numéro 1 dans ce pays, c'est pas la dette, mais le problème numéro 1, c'est que les salaires ne sont pas assez élevés, qu'il y a trop de chômage. On est les seuls à considérer que l'urgence n'est pas de respecter le déficit à 3% que nous impose l'Union européenne, mais c'est le fait qu'il y a 3,5 millions de personnes qui sont soit pas logées, soit mal logées dans ce pays qui est la 5e puissance économique au monde. Donc, nous sommes pour dire une chose, et nous le disons notamment, Sarkozy c'est bien évident, il fait une politique austéritaire depuis 5 ans, mais nous le disons aussi à François Hollande, parce que je crois que c'est certainement une des différenciations les plus importantes avec le Parti Socialiste. C'est qu'on ne fera pas une politique de gauche dans ce pays en faisant en sorte, parce que ça équivaut à ça, de faire 54 milliards d'économies en 2013. Si vous faites 54 milliards d'économies en 2013, eh bien c'est l'austérité assurée pour l'État, c'est l'austérité assurée pour les collectivités territoriales, c'est l'austérité assurée pour les services publics, et vous pouvez toujours courir pour embaucher des enseignants dans la fonction publique et dans l'éducation nationale par rapport à certaines promesses.
Donc nous sommes pour dire que la dette n'est pas essentielle. Et ce n'est pas essentiel pour deux raisons. La première, c'est que la dette, même telle qu'elle est aujourd'hui, vous savez très bien qu'on nous fait peur avec cette dette. Qu'on nous dit, oh, elle représente 85% de la richesse nationale. Sauf que la somme de la dette aujourd'hui, il ne faut pas la comparer à ce que le pays produit en un an par rapport au PIB. Il faut la comparer par rapport à ce que le pays met comme nombre d'années pour rembourser cette dette. Et ce qu'il met comme nombre d'années pour rembourser cette dette, l'INSEE l'a montré, c'est à peu près les prêts habituels, c'est 7 ans et 31 jours. Si vous rapportez la dette que nous devons à 7 ans et 31 jours, ça veut dire que la dette de notre pays ne dépasse pas 12%. Et bien moi, présentez-moi, je suis sûr aujourd'hui, beaucoup de ménages qui ne sont endettés qu'à 12%. Bon, la France est un pays qui a un riche patrimoine, qui n'est pas à la catastrophe d'ici demain, donc la dette n'est pas le problème numéro 1. Il est d'autant plus pas le problème numéro 1, c'est qu'il y a une partie de cette dette qui est illégitime, parce qu'on a la mémoire quand même. On sait que la dette, avant tout, c'est pas les dépenses. Contrairement à ce qu'on nous dit, on nous dit, ah là 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 là, l'État français est trop dépensier, il faut faire moins de dépenses. Dépenses, c'est ce que ça veut dire, moins de fonctionnaires, etc. C'est pas ça qui s'est passé. C'est qu'on a fait tellement de cadeaux fiscaux qu'on a augmenté évidemment la dette. Bon, là les sommes sont énormes. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on s'en souvient aussi, quand les banques ont eu des difficultés en 2008, c'est nous qui avons socialisé leurs pertes et qui leur avons évité de faire faillite. Bien. Donc cette dette, il faudra, quand nous serons au pouvoir, regarder très attentivement ce qui est du domaine de sa légitimité ou pas. La quatrième chose, et je crois que c'est peut-être ce qui explique le plus profondément pourquoi depuis quelques semaines le Front de gauche progresse et pourquoi je suis sûr qu'autour de vous, dans l'électorat de gauche, on vous dit bravo pour ce que vous avez fait. C'est que nous sommes le seul rempart contre le Front National. Et là, maintenant, là, j'espère que ce sondage va se confirmer. Marine Le Pen à 13 est derrière nous. Mais je voudrais que vous vous rappeliez ce qui se passait il y a quelques mois dans ce pays. Au niveau, en tout cas, de la presse nationale. Je ne sais pas si ici, ça a été la même musique dans le dossier, mais moi, je me souviens quand même de certaines choses. Ils étaient tous, par rapport à Marine Le Pen, en train de la regarder absolument fascinée. Bon, en train de nous dire absolument des balidas. Moi, je me souviens, Le Monde, en la une du Monde, Marine Le Pen remet la laïcité au centre du débat politique. Super. Notre papier, après son meeting de Metz, moins de 1000 personnes à Metz, moins de 1000 personnes. Marine Le Pen est la représentante des classes populaires, des ouvriers et des invisibles. Qu'importe que les ouvriers et les invisibles, c'était un discours de Jean-Luc en juin chez Fralib, où il rendait visite aux entreprises. Ils étaient tout simplement en train de lui préparer la voie royale, qui était le fait que le Front National voulait se présenter comme la force anti-système qui préemptait certaines valeurs de gauche et représentait en réalité la classe ouvrière. Nous, on a décidé, on s'est dit, on va y aller front contre front. Frontalement, les affronter. Et on l'a fait. On a montré que la laïcité, leur laïcité, c'est un canon, c'est une politique anti-musulmane. On a montré qu'en réalité, ce n'était pas les candidats des classes populaires, c'était le chien de garde du système, qui, comme tout parti fasciste, dans les histoires de crise du capitalisme, ne fait que protéger le capitalisme. Et je crois que l'affaiblissement de Marine Le Pen, le fait qu'elle a été obligée, à partir du moment où on a été, notamment à partir de ce débat sur France 2, mais à partir du moment où nous avons décortiqué son programme, l'affaiblissement de Marine Le Pen est passé notamment par le fait qu'elle est revenue sur les discours classiques de l'extrême droite, celui de l'immigration, qui, vous pouvez regarder dans tous les sondages, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas du tout un des problèmes numéro 1 des Français. Regardez-les bien. Et elle a abandonné, obligé que nous l'avons fait, à abandonner le terrain social. Donc moi, je crois qu'il faut dire, nous avons une fierté à assumer, nous allons continuer de faire, à avoir cette battue front contre front. La cinquième chose, c'est qu'on est les seuls à faire avancer la gauche. Bien. Depuis que ça avance, etc. Bon, j'ai bien entendu que François Hollande estime que s'il est au deuxième tour, ça sera autour de son projet, rien d'autre. Mais enfin, on a quand même entendu des petites intonations. Bon, alors, quand on était à 7%, d'un coup, au Bourget, hop, il déclare la guerre à la finance. Quand on est monté à 10%, tout d'un coup, il a découvert la taxation des riches. Je vous rappelle que quand on a parlé de la taxation des riches, au début de la campagne, on s'est fait traiter de populiste. Hein. Ce pas les mêmes chiffres que nous, c'était 75% de ceux qui gagnent plus d'un million, mais ça allait dans le bon sens, on a applaudi. Quand on a été à 11%, tout d'un coup, on a entendu dire que pour ratifier le traité européen, il faudrait quand même un pacte de croissance. Commencer à mettre des conditions. Alors nous, on se dit une chose, et d'ailleurs on va le vérifier, parce que faut que j'actualise mon discours, mais on se dit une chose, quand il sera à 12%, quand on sera à 12%, on y est,
peut-être qu'il va parler du SMIC à 1700 €. Quand on sera à 15, on y est bientôt, il va peut-être parler d'un référendum sur le traité, et puis quand on sera à 51%, et ben je crois qu'on pourra parler de François Hollande, intègre le gouvernement. Sixième raison de voter Front de gauche, c'est qu'on est les plus efficaces contre Sarkozy. On est les plus efficaces contre Sarkozy parce que soyons certains d'une chose, c'est qu'on ne battra pas Sarkozy uniquement en le diabolisant et en essayant d'abattre l'homme uniquement son bilan. Parce que ce type est redoutable. Bon, les Français ont beaucoup de mémoire. Moi, ce que j'entends autour, quand même, c'est qu'il y a quand même un matelas par rapport à lui, de détestation qui est important, heureusement. Mais quand même, pour lui asséner des coups, pour le battre à cette élection, lui battre le projet de la droite, il faut battre ce projet. Et là, aussi, moi, je constate quand même certaines choses. Parce que certains ont dit... Sarkozy utilise un peu ça, etc. Mais moi, je pense que c'est intéressant qu'il ait été obligé de venir sur nos propositions. Parce que quand Sarkozy, tout d'un coup, à la télévision, explique qu'il prend les mesures de Jean-Luc Mélenchon sur les exilés fiscaux. Bien, s'il a expliqué, hein, il a dit. On peut se dire, il a peut-être essayé. Mais très franchement, on a quand même une population qui écoute, quoi. Pendant 5 ans, ce type a été le candidat des riches. Une semaine avant, il était en train de faire l'apologie des gens qui, justement, pouvaient s'exiler fiscalement en disant finalement, c'est assez normal si on augmente trop nos impôts. Donc, une semaine après, il fasse ça, personne ne va le croire. Mais par contre, ça légitime nos idées. Deuxième chose qu'il a fait, et qui va être un peu une introduction sur mon dernier point, c'est à son meeting de Villepinte. Qu'est-ce que nous dit Sarkozy, président de la République? Il dit Schengen, la circulation, la libre circulation des hommes, eh bien la France peut décider tout d'un coup de ne plus l'appliquer. Et à partir de là, de faire un rapport de force par rapport aux autres pays européens pour changer la chose. Bien évidemment, nous, ce n'est pas le thème qui nous intéresse. Nous, on est fortement opposés à ce qu'il y ait une restriction de la liberté de circulation des citoyens européens. Et puis on dit surtout que le problème de l'Europe, ce n'est pas la circulation des citoyens, c'est le dumping qui est généralisé, qui est organisé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a repris ce qui est dans notre programme humain d'abord. C'est ce qu'on appelle la désobéissance européenne. Sauf que nous, on le met sur d'autres terrains. Nous, on dit, voilà, sur les services publics, si on a un mandat du peuple français pour dire qu'on ne veut pas dérégulariser les services publics, on ne le fera pas. On fera ce que les Britanniques appellent l'opt-out, le traité de Luxembourg. Et puis après, on ira négocier sur ce rapport de force. Si on ne veut pas appliquer la règle d'or, on ne le fera pas. On ne le fera pas en France. Et puis à partir de là, on ira négocier avec nos partenaires européens sur la base de ce rapport de force. Autrement dit, il a tout simplement légitimé, en tant que président de la République, l'idée que oui, il est possible de bouleverser quelque chose en Europe à partir d'un rapport de force et en s'appuyant sur la souveraineté populaire. Et ça me permet d'introduire le 7e point. Je vais aller vite parce que Martine en a parlé. C'est la question, effectivement, de l'Europe avec le mécanisme européen de stabilité. Je ne reviendrai pas sur le vote des socialistes, en référence avec également ce qu'ils ont fait au moment du traité de Lisbonne. L'abstention, des fois, ça vaut vote positif, il faudra leur rappeler. Mais surtout, c'est que, partons du même principe. Donc, vous savez ce que c'est que le nouveau traité Sarkozy, hein, c'est le traité de Lisbonne en plus. Cette fois-ci, c'est plus 3% de déficit, c'est pas plus de 1,5% de déficit. Autrement dit, la plupart des économistes un peu sérieux vous disent que c'est absolument aberrant. Faire une politique en ne supportant pas plus d'1,5% de déficit, c'est évidemment stricto sensu impossible. C'est le fait que les États et les parlements n'ont plus de souveraineté budgétaire. C'est le fait d'organiser une politique austéritaire généralisée, puisqu'on propose effectivement la possibilité de fonds européens, mais en échange d'une politique qui est en gros celle qui est appliquée aux Grecs. Nous, on dit effectivement, eh bien, il y a une solution par rapport à ça. C'est que le seul vote, et c'est une des raisons aussi de voter Mélenchon, c'est qu'effectivement, avec le vote Mélenchon, on a un référendum après. Et si on a un référendum après, moi, je vous parie tout ce que vous voulez, que le peuple français vote non à ce référendum. Et qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, nous avons le gouvernement du Front de gauche qui va aller négocier avec les autres peuples européens pour dire, ben voilà, la France propose ses solutions. Et on ne part pas battu d'avance. On ne part pas battu d'avance parce que, rappelez-vous d'une chose, c'est que la France, c'est la deuxième puissance en Europe. C'est le pays le plus peuplé d'Europe. On ne fera pas l'Europe sans la France. Et qu'il y a des élections ailleurs. Madame Merkel, c'est en 2013. Donc, autrement dit, ayons confiance par rapport à ça. Et pensons une chose, c'est que si on fait cette politique concrète, celle que je vous propose, celle que propose le Front de gauche,
eh bien, évidemment, c'est la possibilité d'envoyer un autre message d'espoir au niveau de l'Europe. Il nous reste 30 jours. On a 2 obstacles. Je pense que tout est possible. Vraiment, tout est possible. On a 2 obstacles. Le premier, à mon avis, moi je pense qu'ils vont commencer à avoir du mal à nous donner si on devient la 3e force. Parce que si on devient la 3e force, le vote utile, vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon, ils essayent quand même, le Parti Socialiste. Ils ont inventé autre chose. Comme ils ont quand même l'écart entre le candidat de gauche, là dans le sondage où je vous ai parlé, Hollande est à 29,5. Bon, l'écart entre le candidat de gauche et Marine Le Pen, même si maintenant on l'a relégué 4e, donc on a rendu service, il est tellement important qu'il faut arrêter. Même eux n'osent plus nous faire croire que la gauche puisse être éliminée du 2e tour. Alors ils ont inventé autre chose. Ils disent qu'il faut une dynamique. Et il faut absolument que le candidat de gauche soit devant Nicolas Sarkozy. Bon, ça c'est un nouveau truc, c'est une nouvelle règle. Bon, je rappelle que Mitterrand en 80 était derrière Giscard, il a gagné, et que Jospin en 95 était devant Chirac, il a perdu. Les règles, c'est fait pour ceux qui les croient. Mais nous, on voudrait surtout prévenir le Parti Socialiste. Il faut arrêter avec ça. Franchement, il faut arrêter. Qu'ils s'occupent de leur campagne. Qu'ils s'occupent de leur campagne. Qu'ils arrêtent, par exemple, parce que de faire du zigzag. Un jour, je rassure les marchés. Le lendemain, je donne un coup à gauche. Le 3e jour, je rassure les marchés. Parce que, à la fin, vous avez un peu du mal. Ils l'ont fait, c'est exactement ce qu'ils ont fait. On déclare la guerre à la finance au Bourget. Une semaine après, on fait un article dans le Guardian, on dit qu'il n'y a plus de communisme dans ce pays, et qu'en plus, pendant 15 ans, rassurez-vous, les marchés, dit-il, la France, la gauche a su privatiser, libéraliser l'économie, etc. Pareil, 75% on taxe les riches. Une semaine après, Fabius explique qu'on va ressortir une vieille taxe dite Rocard, qui fait en sorte que personne ne puisse être taxé au-dessus de soit 85% dans ce pays. C'est ce qu'on appelle le bouclier fiscal. Bon. Donc on leur dit, arrêtez, faites votre politique. Bien. On dit aussi autre chose, c'est qu'il y aura un candidat à gauche au 2e tour. Le petit problème, c'est de savoir celui qui sera le plus efficace pour battre Sarkozy. Et moi, je crois que les électeurs doivent commencer à réfléchir à ça. Celui qui sera le plus efficace pour battre Sarkozy, c'est celui qui saura rassembler la gauche au 2e tour. Et nous, on nous demande souvent, on nous dit... alors en plus, on essaie de créer des trucs, on dit Pierre Laurent, il a dit ça comme ça. Jean-Luc Mélenchon, il a dit ça autrement. Ça, c'est une vieille tactique de division. Mais... nous, ce qu'on répond aux journalistes, on leur dit, mais allez voir les socialistes sur la question du gouvernement. Parce que ceux qui, dans ce pays, disent, si on est en tête au soir du 1er tour, le rassemblement se fera sur notre projet et rien que sur notre projet. C'est pas le Front de gauche, c'est le Parti Socialiste. Or, le Parti Socialiste, c'est une chose, c'est que son projet, et rien que son projet, on n'ira pas gouverner avec eux. On ne va pas aller appliquer une politique d'austérité, une politique de gauche qui prétend donner du sens à la rigueur. Donc, la question leur est posée, parce que nous, si on est en tête au soir du 1er tour, je vais vous dire ce qu'on va faire. On va prendre notre programme humain d'abord. Bon, ça sera notre programme qui va dominer, c'est bien évident, c'est nous qui serons en tête. Mais on va s'adresser aux socialistes et aux écologiques, puis on va essayer de rassembler. On va leur dire, qu'est-ce que vous pensez de ça, ça et ça. Bon. Donc, nous serons les plus rassembleurs. Et franchement, je crois que ça, c'est quelque chose d'absolument important, parce que ça signifie une chose, c'est que le vote utile, il est ici. Le dernier point, mais je l'ai abordé assez rapidement, donc là aussi je vais aller vite, c'est qu'on a affaire à autre chose. Je trouve que ça commence un peu à se fissurer. C'est l'idée qu'on a enfoncée dans le crâne des gens pendant des années, qu'il y a la mondialisation libérale, qu'on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire sur le fait qu'on produise à un moindre coût ailleurs, etc. Franchement, on aime nos services publics, on aime notre protection sociale, mais vous voyez bien. Bon, je crois que là-dessus, il faut vraiment montrer une chose, c'est qu'il faut rejeter tous les déclinologues de tout poil. La France, ça reste la 5e puissance économique au monde. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la 2e puissance en Europe. C'est d'autant plus important, c'est que le changement, évidemment, le plus efficace se fera à travers l'Europe, et qu'à ce niveau-là, on a donc des moyens pour faire poser une politique. Donc, disons-nous une chose, c'est que nous avons une chance absolument incroyable cette année. Nous sommes en pleine crise du capitalisme et nous avons les urnes pour trancher le débat. Nous avons les urnes pour pouvoir justement faire en sorte que par rapport à un capitalisme qui est en train de s'écrouler, nous soyons capables de proposer un tout autre système, c'est-à-dire que ça s'appelle une révolution qui est citoyenne parce qu'elle passe par le fait majoritaire des urnes. Je crois que ce moyen-là, ça veut dire que dans 30 jours, nous pouvons absolument créer la surprise énorme
énorme de ces élections. Nous sommes déjà en train de créer la surprise énorme de ces élections. Ça commence par le fait d'essayer à tout prix de devancer Le Pen, le Front National, parce que je l'ai dit tout à l'heure, ça sera un service que nous rendrons à notre pays, mais nous pouvons aussi accéder au deuxième tour. Moi, je suis sûr, je continue à être sûr, que c'est maintenant qu'on peut renverser la donne. Que nos concitoyens, ils sont profondément antilibéraux depuis des décennies. Ça s'exerce de façon des fois très contradictoire, par des votes étonnants. Ça peut être le vote Chirac en 95, ça peut être... mais ils sont profondément antilibéraux. Autrement dit, si à un moment donné, il y a une gauche digne de ce nom qui se retrouve au carrefour et qui répond à ça, nous avons les chances de renverser la vapeur, et en tout cas, nous avons toutes les chances de bousculer la donne. Donc moi, je crois qu'il faut continuer. Il y a un phénomène qui vient de se passer depuis le début de la semaine. Le sondage, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais il a été fait ce matin et hier. Ça veut dire qu'il a été fait après l'identification du Tour de Toulouse. Et moi, je crois que ce qu'a proposé le Front de Gauche par la voix de Jean-Luc Mélenchon depuis dimanche à la Bastille, c'est-à-dire un discours à la Bastille qui était, face à une manifestation joyeuse, un discours, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il a cité Osquin, notre concurrent. Il a parlé de la République, il a parlé des valeurs, de la fraternité, des droits fondamentaux. Eh bien, nous avons continué depuis lundi à dire ça. Nous avons continué à dire que le Front de Gauche s'est opposé à la fraternité et l'amour par rapport à la haine et à la discorde. C'est opposé, eh bien, le fait que la France n'a jamais été aussi grande qu'à partir du moment où elle défendait des valeurs universelles et qu'elle était ouverte au monde, y compris à travers l'accueil des étrangers. Je crois que nous sommes en train de gagner cette bataille absolument fondamentale. Et c'est aussi, à mon avis, ce qui explique que Marine Le Pen descende dans les urnes. Je crois que nous sommes en train d'ouvrir une voie. Saint-Just, il y a 2 siècles, un peu plus de 2 siècles, disait « Le bonheur est une idole en Europe ». Moi, je crois que nous avons toutes les chances de pouvoir essayer de faire en sorte que ça redevienne une réalité dès cette élection, dès le 22 avril, dès le 6 mai. Vive la République, vive le socialisme, vive la France.